Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors aujourd'hui on va revenir bien évidemment donc sur ce deuxième week-end de Coupe du Monde qui s'est achevé hier du côté de Kontiolahti. On va donc analyser, débriefer cette deuxième étape de Coupe du Monde et pour le faire avec moi, je suis accompagné d'une équipe mixte. Alors je sais pas si ce sont les rois de la gâchette mais ils le sont derrière leur micro. C'est Marine et Émeric qui sont avec moi. Salut vous deux, comment vous allez ? Bien. Ça va bien et toi ? Parfait. Vous êtes bien remis de ce deuxième week-end de compétition ? On a le cardio qui redescend petit à petit. Exactement. C'est ça. Et donc voilà, on va revenir ensemble sur cette deuxième étape à Kontiolahti. Alors tout d'abord, Émeric va nous refaire un point rapidement sur les résultats. On va évoquer la course au gros globe qui continue en ce moment surtout entre les Scandinaves. On fera un point à l'équipe de France avec des performances mi-figue, mi-raisin ce week-end. On va également noter donc, notre moment marquant de cette deuxième étape. Ensuite, une nouveauté, on vous a proposé sur Instagram de nous faire parvenir vos questions et vos remarques sur ce week-end. On en a sélectionné quelques-unes et on va y répondre. Et enfin, on va se projeter sur l'étape qui arrive ce week-end du côté d'Orfilsen. Bon, Marine et Émeric, vous êtes prêts ? On est prêts. Ouais. Ok, c'est parti. Jingle. Et donc pour débuter, comme je disais en intro, on va commencer par les résultats du week-end, Émeric, avec des courses qui ont débuté jeudi dernier avec des sprints. C'est ça a démarré par des sprints, donc sprint homme, sprint femme, avec les victoires 100% scandinaves, donc Tarjebø pour les hommes et Anna Öberg chez les dames. S'en est suivi le samedi le relais dames et la poursuite homme qui ont vu des victoires 100% suédoises, avec Sébastien Samuelsson pour la poursuite homme et la victoire du relais suédois chez les dames. Et là, en clôture de ce deuxième week-end donc à Kontiolahti, on a encore vu des victoires 100% scandinaves, mais du côté de la Norvège, puisque c'est les hommes du relais norvégien qui remportent le relais, et Thierry Lekhoff qui s'impose sur la poursuite pour conclure ce week-end. Merci Émeric. Donc oui, encore une domination scandinave ce week-end. Avant d'évoquer un peu plus ce sujet, je voulais savoir quelle est la victoire qui retient le plus votre attention de ce week-end, Marine ? Eh ben moi, c'est celle de Samuelsson, parce que c'est la première, et c'est vachement important en carrière, et en plus, c'était assez impressionnant de le voir fondre à ski sur Johannes, donc ouais, il m'a vachement impressionné. Ok, très bien. Merci Marine. Émeric ? Moi, ça va être la victoire de Thierry Lekhoff sur la poursuite en clôture de week-end, parce qu'elle avait fait un début de Coupe du Monde assez mitigé, même pour ne pas dire terrible. Mais du coup, sa victoire hier, son deuxième 20 sur 20 en carrière sur une course à 20 tirs, c'est de très bon augure, je pense, pour la suite de la compétition et pour la lutte qu'il y a entre les filles cette saison. Donc 2 courses, 2 poursuites, les premières courses en confrontation qui vous ont marqué. Alors, moi aussi, pareil, je vais prendre même les deux. La première donc, de Sébastien Samuelsson et le retour gagnant, le réveil de Thierry Lekhoff. Alors qu'on n'attendait peut-être pas forcément sur cette poursuite, vu les filles qui étaient devant, on s'attendait peut-être à un combat acharné entre Anna Öberg, Anaïs Chevalier et peut-être Marthe Olsbourg-Rosseland. Mais Thierry Lekhoff a sorti le grand jeu hier et a réalisé une magnifique performance. Alors oui, on disait en intro, au début de cette partie, des courses remportées 100% par les Scandinaves. Ouais. Continue, premier week-end c'était déjà ça. Là encore une ration de Scandinaves. Ça vous étonne ? En tout cas, on s'attendait peut-être pas forcément à autant de domination de la part des Suédois. Les Norvégiens, on est habitués, mais du côté des Suédois, c'est quand même assez fort ce début d'hiver. Non, c'est clair qu'on s'attendait pas à autant de bons résultats de la part surtout du côté des hommes, des Suédois, qui perfent autant en ce début de saison. Après, les filles avec Anna Öberg, on s'attendait à ce qu'elle soit forte. Sa petite sœur aussi, mais peut-être pas autant. Et puis après, le reste de l'équipe féminine aussi, elle performe extrêmement bien depuis
le début de saison. Au classement général, on en voit 4 dans les 8 premières. C'est un début de saison 100% scandinave. Après, chez les hommes, chez les Norvégiens, excusez-moi, on s'y attendait un peu, hein, à ce qu'ils soient là, qu'ils répondent présent, mais c'est une belle domination scandinave sur cette ouverture ces 2 week-ends d'ouverture de Coupe du Monde. Marine, toi aussi, tu as ce sentiment-là Ouais, bah après, donc pour l'équipe féminine suédoise, c'est vrai qu'on sait que globalement, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité. Moi, je pense qu'elles se sont très très bien préparées pour cette échéance de Kontiolahti. Ça semblait vraiment être les plus prêtes à tous les niveaux. Et je suis aussi assez impressionnée. Je pensais pas l'être encore, mais par la densité norvégienne côté masculin, qui est encore l'équipe est encore plus dense que l'année dernière, quoi. C'est vraiment un truc incroyable. Ouais. C'est vrai, il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent et qui font leur place dès qu'ils rentrent en Coupe du Monde. Et toujours une équipe solide et qui peuvent être. Ils ont beaucoup de remplaçants pour leur relais homme. Ouais. C'est une surprise sans l'être en fait. Voilà, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. En tout cas pour les mecs suédois, c'est vrai que c'est beaucoup plus surprenant entre guillemets. Et Samuelsson, on en avait parlé, savoir s'il allait confirmer ou pas. Finalement, il nous a peut-être entendu et il est là. Et sinon, j'attends de voir à Orfilsen si ça confirme. Ouais, Samuelsson qui a voulu nous répondre et il nous répond bien. En ce début de saison. D'ailleurs, le Suédois est deuxième du général et on va s'attarder maintenant sur la course au gros globe. Et donc, forcément, on retrouve les Norvégiens et Suédois aux avant-postes. Et Émeric, est-ce que tu peux nous faire le point un peu sur le classement hommes et dames après 2 étapes? Ouais, comme tu le disais, donc on retrouve pas mal de Norvégiens et de Suédois que ce soit chez les hommes ou chez les femmes sur les podiums. À une exception près, donc sur le podium homme, donc on retrouve en première place Johannes Bö avec 210 points, suivi de Sebastian Samuelsson à 175, et le seul non-scandinave sur le podium, Jakob Falk avec 152 points. Après, chez les dames, on a Anna Öberg avec 204 points, Martelsbu, avec 168 points, et Johanna Skotheim avec 152 poinns. Ouais, incroyable, Jakob Falk, hein. On n'entend pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il est toujours là, placé en embuscade, toujours dans le top 10. C'est assez exceptionnel de sa part. À son âge. C'est ça, à l'expérience, hein, tout simplement, hein, comme Eric Lesser ou Arne Pfeiffer également qui ont trusté la boîte ces dernières semaines. Donc, il y a Tarjei Bø aussi dans le club des trentenaires. Oui, toujours présent, Tarjei Bø. Un classement chez les hommes dominé par Johannes Bö devant Sebastian Samuelsson. Alors le Norvégien possède une petite marge quand même déjà au général, mais on l'a senti quand même un petit peu, alors je sais pas dire fébrile, mais en dedans par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Je sais pas si vous avez aussi ce sentiment-là, Marine et Émeric. On l'a senti pas forcément dans la forme des grands jours à Kontiolahti. Bah oui, c'est peut-être pas la forme des grands jours. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, donc s'il le dit, c'est sûrement que c'est vrai. Mais un Johannes pas dans les grands jours, c'est quand même sur le podium. Et c'est ça la marque des grands. Clairement, ouais. Moi, j'y reviendrai après ça sera mon moment marquant du week-end, mais c'est vrai que il est toujours sur le podium, il a pas quitté le podium, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un petit peu en retrait, si je puis dire ainsi, par rapport à la saison passée et celle d'avant, mais bon, je me fais quand même pas de soucis pour lui, on sait de quoi il est capable, lui il est le premier à savoir de quoi il est capable, donc non, pas plus s'inquiéter que ça pour Johannes, on sait qu'il va être bon, quoi. On est quand même vachement exigeant avec Johannes. Le gars fait 3e. Il était vraiment pas dedans. Je pense aussi que Johannes Bö est aussi très exigeant avec lui-même. D'ailleurs, il dit qu'il n'est pas en grande forme, et pourtant voilà, il fait quand même 3e, donc c'est que voilà, il en veut. Et oui, donc 4 podiums, 4 courses pour Johannes Bö, qui devance donc Sebastian Samuelsson, qu'on n'attendait peut-être pas là, comme on l'avait dit avant le début de saison, et donc il a dit clairement que le dossard jaune n'était pas forcément son objectif cette année. Ouais. On pensait quand même que le Suédois pourrait rivaliser ou pas avec Johannes Bö cette saison? Sur l'ensemble de la saison, je doute qu'il arrive à tenir
jusqu'à la fin de l'hiver. Après, jusqu'à la fin du premier 4 premières étapes, là, il y a des chances qu'il puisse rester encore en deuxième position du classement. Mais ouais, sur l'ensemble de l'hiver, il est encore jeune, hein, il a que 23 ans. Bon, après, 23 ans, ça veut rien dire. Hein. Tarjei a remporté son gros globe de cristal à 22, donc là, je ne veux peut-être pas forcément dire grand-chose, mais Tarjei, après, c'était un biathlète exceptionnel au moment où il a remporté le gros globe de cristal, et Samuelsson, il est peut-être pas encore de même calibre. Oui, il avait aussi Tarjei avait quand même quelques années derrière lui où il avait quand même réalisé de belles choses aussi. De belles performances. De belles performances, alors que Samuelsson a été titré, enfin, médaillé d'argent aux Jeux de Pyeongchang 2018, et après, ça a été un peu plus compliqué les 2 dernières saisons. Ouais. Et toi, Marine, tu penses que alors, Johannes Bö a un rival ou que Sébastien Samuelsson donc, pourrait le concurrencer tout au long de cet hiver? Moi, sur un hiver complet, ça me paraît un peu compliqué. Après, Samuelsson, jusqu'à présent, il a jamais été question dans les saisons précédentes qu'il joue le gros globe. Donc, pour moi, cette année, ça pourrait être une année où il préparerait le terrain pour pourquoi pas le jouer dès l'année prochaine. Et à mon avis, comme objectif, il pourrait viser donc sur le dossard bleu parce qu'il a quand même des concurrents assez sérieux qu'on a déjà vu donc pour l'Aigrade, et puis Dalle qui est un petit peu en retrait mais qu'on verra sûrement sur la suite de la saison. Donc voilà, ce serait déjà je pense un bel objectif, et donc voilà, commencer à faire une saison pleine régulière, mais à mon avis encore pas au niveau de Johannes, quoi. Mais il a le temps. Mais vous êtes d'accord que ce sont les 2 noms qui se dégagent le plus, en tout cas en ce début de saison, Bö et Samuelsson. Ouais, c'est clair. Puis Björn Ferry, on serait le premier surpris de voir Samuelsson terminer 2e. C'est vrai qu'il misait pas beaucoup sur Samuelsson cette année. Ouais, hein. J'en avais parlé dans le preview, et il disait que s'il faisait déjà un top 15 au général, ça serait déjà pas mal. Donc après, là, pour le moment, il le fait bien mentir. Ce n'est que le début de saison après. Donc, oui. Ouais, mais de là, après, qu'il recule jusqu'à au-delà de la 15e place, j'en doute aussi, vu les il a pris pas mal d'avance, c'est vrai que ouais. il réalisait un très bon début de saison. Alors, on parlera après des Français au général dans la partie bleue. On va aller plus maintenant, on va aller du côté des filles. Donc, c'est Anna Heuberg qui domine le classement général devant Marte Holzbourg-Rosland. Alors, les 2 Scandinaves qu'on avait cités la plupart dans nos pronostics pour cet hiver, c'est pas forcément une surprise. On a quand même une Anna Heuberg quand même qui s'affirme. Hein. Je trouve ça en début d'hiver qui porte ce dossard jaune et qui le fièrement. Et fièrement, voilà. Ouais, non, elle transpire la sérénité en fait quand on la voit. C'est ça. Quand on la voit courir, elle est tout en contrôle. Bon, après il y a la fin, le dernier tir, même les 2 derniers tirs, les tirs debout sur la poursuite qui ont été, on a vu en confrontation où elle a un peu, vacillé. Ouais, elle a vacillé, mais bon, ça reste quand même une course, une belle course. Elle a pas quitté le podium du week-end avec 2 victoires, une 3e place. Elle réalise un début de saison exceptionnel. Même sur la piste, on la voit, elle est costaud. Enfin, elle a des capacités que beaucoup lui envient, je pense. Et je pense qu'on retrouve, si tu es d'accord avec moi, Marine, les 2 biathlètes les plus complètes en haut de l'affiche. Hein. Ah bah oui, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour être en haut du classement, faut être complet, bon sur les skis et bon au tir. Et donc voilà, on retrouve aussi Jonas Skottheim en 3e place. Et en 4e position, la surprenante Dinara Alibenkava. Alors on n'aurait pas forcément misé sans doute sur elle en début d'hiver, d'ailleurs on n'en a pas parlé, hein, donc c'est une sacrée performance de la Biélorusse qui s'intercale entre toutes ces Suédoises et même Françaises avec Anaïs Chevalier. Ouais. C'est comme une sacrée perf de la Biélorusse. Ah bah c'est rien de le dire. Je pense que personne ne l'attendait, mais après la prépa estivale, des fois on voit surgir des jeunes biathlètes qui ont passé un cap pendant cette préparation. Et bah là, Alim Bekava, après j'oublie pas qu'elle était quand même déjà dans le relais olympique, donc elle est là depuis quelques années, elle est championne olympique du relais. Oui. Peut-être que c'est la nouvelle Daria Domracheva, on ne sait pas, et en tout cas elle est impressionnante à ski et elle est très régulière au tir, donc franchement on l'avait pas vu venir, et on aime comme ça les surprises sorties du chapeau, c'est ce qui fait la beauté du biathlon aussi.
un général dominé nettement par les Scandinaves. Mais du coup, on se demande, mais où est Dorothea Virer, qui est la double tenante du Gros Globe? Il faut descendre au 9e rang pour la trouver avec 113 points. Ouais. Un week-end délicat pour l'italienne. Ça semble très compliqué sur les skis et ça se répercute forcément un peu sur le tir. Ouais, délicat, tu fais bien de le dire, hein, parce que moi, après, c'est pas basse. Enfin, au classement général, pour le moment, je vois 3 filles donc, qui faisaient partie de nos 5 prétendantes qui sont en deçà des performances Ouais. auxquelles on les attendait. C'est Thierry Lecoff, malgré sa victoire, hein, elle accuse déjà quand même 110 points de retard au général, ce qui n'est pas rien, quoi. Ça risque d'être compliqué en fin d'hiver. Après, il y a Denise Herrmann, je m'attendais à ce qu'elle soit, enfin, quand même, qu'elle réponde plus présente. C'est vrai qu'on En la ce sent début peut-être d'hiver, un peu plus en retrait sur les skis, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, on a l'habitude bizarrement, d'avoir je sais pas, mais plus dominante. oui, plus dominante. Alors peut-être que Ouais. c'est aussi comme pas mal de nations alpines qui sont un peu plus en retrait, mais même ouais, c'est étonnant, je trouve. Bah ouais, elle est 7ème du général avec déjà 77 points de retard. Elle a pas fait de podium individuel du week-end. Elle a réussi juste une deuxième place Enfin, juste. Elle a fait quand même une magnifique deuxième place sur l'ouverture où elle perd au duel face à Dorothea Virer. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je la sens vachement en retrait. Et puis du coup, la troisième, je viens juste de prononcer son nom, c'est Dorothea Virer. Et ouais, ça s'annonce compliqué pour l'italienne cette saison. Ça se voit déjà notamment sur son temps de tir, son temps de ski, pardon. 27e temps de ski depuis le début de l'hiver. On n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça, quoi. Ouais, un début de saison délicat, même avec une victoire en ouverture. Alors peut-être que donc Dorothea Virer va se projeter après plus sur les mondiaux comme objectif. Toi, Marine, en termes des déceptions, toi, des contre-performances sur les favoris, alors, hormis les Bleus qu'on parlera tout à l'heure, tu retiens qui? Après, je suis pas déçu. Thierry Lecoff, en fait, elle nous fait le même. Enfin, je sais pas si ça va faire la même saison que l'année dernière, mais elle avait très mal débuté et c'était sur la poursuite de Orfilsen qu'elle s'était révélée et après elle avait survolé une grande partie de la saison avec beaucoup de victoires, et notamment on se souvient du triplé au Grand Bornand où elle avait surpris tout le monde. Et je suis pas déçue non plus de Denise Herrmann. Elle est pas très très loin. Et pareil, elle a mieux débuté que l'année dernière où elle avait pas fait un super début de saison avant le Grand Bornand en fait. Donc pour moi, il faut autant Doro, je suis déçue un petit peu. C'est vrai que sur les temps de ski, on l'attendait peut-être pas aussi forte, mais pas aussi loin. Mais Denise, pour moi, il faut pas du tout l'enterrer. Et puis Cyril, il faut pas l'enterrer non plus. On verra bien, mais elle est capable de grandes choses. Cyril, c'est soit ça passe ou ça casse par moment. Ouais, l'année dernière, à la fin de la deuxième étape de la saison, elle accusait un tout petit peu moins de retard. Cette année, elle a 110 points de retard sur Anna. L'année dernière, elle en avait 81. Ouais. Et quand on voit la régularité d'Anna Heuberg et même celle de Marthe Olsbourg-Rosseland, il va pas falloir laisser beaucoup de points désormais. Alors avant de passer à la partie bleue, on va juste rapidement faire un point sur le classement du dossard du meilleur jeune. Émeric, est-ce que tu peux nous donner le top 3 s'il te plaît? Ouais, donc le top 3 chez les dames, on a Dinara Alimbekova, donc première avec 151 points, suivi d'Elvira Heuberg 142 points, et d'Ingrid Tendreval 101 points. Donc c'est encore... tout est jouable. Et chez les hommes, il y a un tout petit peu plus d'écart entre Samuelsson premier 175 points, juste devant Legrid avec 145 points, et Johannes Dalle avec 114 points. D'ailleurs, juste rapidement, ouais, c'est vrai que Johannes Dalle, on en faisait notre grand favori pour ce dossard bleu. On le sent, ouais, un peu... Alors, l'équipe norvégienne est forte dans son ensemble, mais on le sent quand même le Norvégien un peu plus en retrait. D'ailleurs, il n'a pas été retenu pour le relais, homme, donc un début de saison assez particulier pour lui, délicat. Ouais. Même s'il est comme dixième au général, mais je pense que le Norvégien s'attendait à plus. Bon, du coup, on va passer à partie équipe de France. Donc, alors, un week-end, on va, alors, dans un premier temps, on va revenir sur les deux belles performances, en tout cas sur les deux biathlètes qui ont fait parler d'eux ce week-end. Je parle bien évidemment d'Anaïs Chevalier et de Fabien Claude. Enfin, ils ont débloqué ce compteur de podium qui était resté bloqué lors de la première étape. Les gommettes. Les gommettes, ouais, exactement. Les gommettes, les techniciens ont pu enfin coller des gommettes dans le camion.
Bon, j'imagine que ça vous a ravi, ces deux belles performances et ce retour quand même gagnant d'Anaïs Chevalier. Hein. Ouais, le retour d'Anaïs Chevalier, on voyait dès la première semaine qu'elle était vraiment dans le game, comme on dit, qu'elle était assez puissante sur les skis, et puis au tir, c'est Anaïs Chevalier, quoi, c'est la sûreté même. Et franchement, c'est vrai que au bout de la 3e course, faire un podium comme ça après une saison blanche, chapeau bas, et franchement, elle a été exceptionnelle. D'ailleurs, ça disait que elle ne s'attendait pas à un tel retour à ce niveau-là de sa part. Donc elle est même la première surprise de ce retour gagnant. Et toi aussi, j'imagine qu'Emeric, ce retour t'a satisfait. Hein. Ah ouais, carrément. Dans le podcast preview, j'avais dit que je mettrais bien une pièce sur elle, et puis bon, ça, ça se confirme. Donc je suis très très content de la voir revenir à ce niveau-là. On sent qu'elle est, elle est costaud sur les skis. Derrière la carabine, bon, elle a pêché un petit peu hier sur la poursuite avec ses 7 fautes, mais ça n'empêche pas qu'elle réalise un début de saison fantastique, 6e au général. Va falloir compter sur elle pour jouer les troubles fêtes tout au long de la saison, je pense bien. Ouais. Elle a également porté le relais dames aussi samedi, oui, où elle a mis sa sœur en tête du relais. Donc voilà pour Anaïs. Et évidemment, bon, la performance magnifique de Fabien Claude, qui était parti 11e du sprint. Et il nous fait un dernier tour, un dernier tir déjà incroyable. Et un dernier tour où il dépose involontairement, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, qu'il n'a pas forcément voulu attaquer dans la dernière bosse. Il dépose Sturla Holmlegred et surtout Johannes Beu. C'est c'est beau. C'est beau, hein. Ouais. C'est beau, c'est beau. Hein. On le voit bien sur les images là dans la dernière grosse montée qu'ils aiment bien filmer à la télé. Il se décale sur la gauche pour essayer de pas laisser passer Johannes et avoir les deux Norvégiens devant lui. Il se met du coup sur la gauche de la piste en confrontation avec Sturla, et il regarde derrière lui, il voit Johannes qui est derrière. Il se dit je vais monter à mon rythme, comme il le dit dans l'interview d'après course. Et puis finalement il voit que son rythme est meilleur que ça, que les autres n'arrivent pas à le suivre, donc il se dit allez, j'y vais. Il est parti, il a remporté sa course, et comme Johannes le disait en interview d'après course, il sait que de toute façon sur des sprints d'arrivée sur les 500 derniers mètres, Fabien fait partie des tout meilleurs, donc il aurait eu aucune chance le meilleur. Ouais, si ce n'est le meilleur, donc il aurait eu aucune chance de remporter, de finir devant Fabien. Donc très 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 belle performance de la part de notre Fabien Claude. D'ailleurs, je pense qu'on était tous en train de se dire qu'on a vu Fabien Claude quitter le pas de tir avec les deux Norvégiens. On se disait, Fabien, faut que tu restes avec les Norvégiens jusqu'à la fin, et au sprint tu les coffes au poteau. Et au final, il a même devancé ce sprint final pour les déposer dans la bosse. Ouais. Et c'est assez incroyable. Et donc pour Fabien, c'est son deuxième podium en carrière. Après, on s'en rappelle bien, cet individuel à Pokljuka, il avait pris une magnifique 3e place. Avec tout un symbole, évidemment, avec le décès de son père. Il avait terminé d'ailleurs deux grands noms, qui étaient Johannes Beu et Martin Fourcade, excusez du peu. Ouais. Donc, deux magnifiques performances côté individuel. Il y a également la performance, on en a un peu parlé déjà, du relais dames, Marine. Une équipe avec une performance solide de la part des 4 filles. Ouais, tout à fait. Je me souviens, au début de saison, j'avais parlé du fait que pour moi l'équipe féminine, en tout cas en relais, serait très solide cette année, et elles l'ont prouvé avec un très très beau relais de très belle facture, notamment sur les skis où elles ont été les meilleures juste devant les Suédoises. Elles ont toutes fait le job, et j'ai une stat à donner par rapport au tir, c'est que tu fais ton Emeric. je fais mon Emeric. Il y a seulement 6 équipes sur 21 qui n'ont pas été tournées sur l'anneau de pénalité, et donc la France en fait partie. Et ça, comme quoi elles ont également bien tiré, et il s'est pas passé à grand chose qu'elles battent la Suède, mais en même temps la Suède à Kontiolahti me semblait tellement imprenable, mais ça venait clôturer leur belle semaine suédoise. Mais en tout cas, j'étais très très satisfaite de cette équipe, et les performances collectives, c'est vraiment super pour la confiance, et ça fait une médaille du coup pour 4 filles. Donc ça s'est vu le lendemain, en tout cas pour
pour certaines qu'il y avait eu un effet assez positif par rapport à cette course. Et d'ailleurs, dans ce relais féminin français, j'avais envie de mettre en avant 2 performances. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. C'est le tir couché, le tir de Justine, sur son premier couché, et la performance sur les skis de Chloé Chevalier face à Elvira Auberg. Est-ce que pour vous aussi, c'est peut-être ces 2 performances qui vous ont le plus marqué, on va dire, dans ce relais français, hormis évidemment aussi le très beau relais de Daniel Chevalier, on l'a dit tout à l'heure, qui a permis au relais français d'être premier. Ouais, carrément le fait que Chloé arrive à tenir les skis d'Elvira Auberg, ça a été... on s'y attendait peut-être pas forcément. On savait qu'elle s'était bien améliorée sur les skis ces derniers temps, mais de là à tenir Elvira Auberg, qui est la plus rapide sur les skis depuis le début de l'hiver, c'est une performance assez incroyable. C'est très beau. Ouais. Comme quoi, pour l'équipe, on est capable de se sublimer, parce que c'est vrai que Chloé, individuellement, elle a été un peu en dedans ce week-end-là, mais par contre sur le relais, elle a fait le job, et notamment sur les skis, et c'est vrai que l'aspect de fait de se défoncer un peu pour l'équipe, ça a toujours une dimension particulière, on l'a vu. Et d'ailleurs, Chloé, c'est souvent une valeur sûre sur les relais féminins. À chaque fois qu'elle est présente, c'est souvent de très belles performances de sa part. Et oui, on parlait du ski de Chloé. Je vais aussi faire un peu mon Émeric. Elle a skié 10 secondes moins rapidement que Elvira Auberg. Non, mais c'est top. C'est top. Je crois qu'elle a tenu la Suédoise derrière elle jusqu'après le debout, où la Suédoise est ensuite passée devant elle, pardon. Mais elle n'a pas craqué ensuite. Elle a quand même tenu pas très loin devant elle la Suédoise, et c'était assez impressionnant. Et pour Justine, oui, elle a réussi un très beau tir couché où on sentait qu'elle avait eu du mal à le lâcher lors des premières courses, notamment sur l'individuel d'ouverture, où on sentait que, je sais pas si c'était l'anxiété ou un peu de peur, mais de lâcher cette première balle qui la retenait et qui lui faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Bah, c'était un tir couché. Bon, de toute façon, Justine, elle tire pas hyper vite de toute façon, mais là, il était dans une cadence tout à fait correcte. Très doucement. Ouais. Non, mais je veux dire qu'elle a pas l'essence de Doro ou de Julia au tir, mais faut pas inventer ça. En fait, chacun son style de tir. Mais là, elle a fait un tir maîtrisé. Effectivement, pour moi, c'était le plus beau de ces tirs couchés depuis le début de la saison. Et franchement, on pourra en reparler après, mais je pense que ça l'a bien mis en confiance pour le lendemain, et le fait de faire de la confrontation directe, ça a aussi, je pense, débloqué certaines choses. À l'inverse, son tir debout, moi, par contre, il m'a fait peur, tu vois. En fait, elle est plus relâchée sur son debout, mais au final, il est plus. Elle s'est dit, la course, elle est trop facile. Je vais mettre un peu la pression aux spectateurs derrière leur télé. Je vais en rater 3. Les spectateurs dans les tribunes. J'ai pas eu peur. Souvent, son debout. Les fois où ça lui est arrivé de tourner sur la note pénalité, c'était pas souvent sur un tir debout. Donc non, ça m'a pas stressé. Ça m'a rappelé un peu le relais des Jeux Olympiques, parce que je la sentais bien. Je sentais qu'elle allait mettre les balles, et dans l'attitude, elle était là. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que même Anna a loupé une balle, et il y avait beaucoup de grosses rafales sur le pas de tir pour le debout. C'était pas des conditions évidentes. Pour donner une autre statistique, Lucie Charvatova, qui certes n'est pas réputée pour son tir, a quand même fait 1 sur 8 au debout. Donc même sans ça, c'est quand même que les conditions étaient pas faciles. Charvatova qui est médaillée de bronze sur le sprint, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et juste pour terminer sur ce relais dames, une autre statistique, je sais bien que vous aimez ça. Le relais français a été le plus rapide sur les skis, avec plus rapide même que les Suédoises qu'on vante depuis le début étant en grande forme. Elles ont mis 5 secondes 4 aux Suédoises, et elles ont mis également 43 secondes aux Allemandes. Donc on voit quand même que les Françaises sont présentes sur les skis en ce début d'hiver, et ça s'est confirmé également sur la poursuite, avec de très belles remontées de la part de Julia et de Justine. Marine, je pense que ça t'a satisfait également, ces 2 performances des 2 biathlètes des saisies. Ah bah là, on a eu des belles remontadas, comme on dit dans le jargon. Franchement, le jargon sportif. C'est ça. C'est vrai que j'étais hyper contente
de la remontée, mais aussi de la manière. Ça s'est pas fait comme ça. Déjà, elles ont des temps de ski exceptionnels. Deuxième et troisième temps de ski, donc deuxième pour Justine et troisième pour Julia. En temps de poursuite, Julia le troisième temps de poursuite et Justine le sixième, donc en combinant ski et temps de pas de tir. Et le 18/20, c'est elles qui ont le mieux tiré chez les Françaises aujourd'hui. Enfin, sur la poursuite. Hier, sur la poursuite, pardon. Et également, bah voilà, une remontée de 27 et de 39 places. Donc, bah Julia, elle a la meilleure, la meilleure remontée de la course. Donc, et en plus, ça m'a fait plaisir qu'elle reprenne des couleurs sur les skis cette semaine, en tout cas sur la semaine au global. Et pour moi, c'est de bon augure. Il y a de la confiance engrangée de reprendre autant de place et avec la manière en plus. Donc non, ça m'a fait très plaisir. Oui, Julia et Mike, on a l'impression qu'elle est de retour après un début de saison compliqué et que ça semble être vraiment prometteur pour le week-end qui arrive à Orpheus. Hein. Ouais, donc comme le Marine le disait, ouais, une remontée de 39 places, c'est quand même assez rare qu'on voit des aussi grosses remontées. En général, enfin ça arrive qu'on ait des belles remontées. 39 places, c'est quand même pas rien. C'est sur 60 places sur une poursuite, ça fait 2/3 du classement remonté, c'est joli. Et oui, c'est vrai que c'est de bon augure pour la suite de la saison après un premier week-end un peu mitigé, enfin même un peu plus que mitigé, quoi. Donc il n'y a pas aucun doute sur le fait qu'elle répondra présente sur les 2 week-ends qui arrivent en Autriche. Et j'espère. Alors du côté des dames sur la poursuite, il y a seulement Anaïs Bescon qui a perdu des places en terminant 27e. Et Anaïs Chevalier. Sinon aussi. Caroline et Anaïs Chevalier. Et Anaïs Chevalier. Alors, je voulais revenir justement juste après. Caroline Colombo et Chloé Chevalier ont repris également quelques places. C'est vrai que la déception à côté de cette poursuite, c'est la craquante d'Anaïs Chevalier Boucher sur son tir. On la croyait capable de jouer la gagne sur cette poursuite et malheureusement sur son tir ça a été assez compliqué, même si elle n'a rien lâché, elle a réalisé un très beau plein pour son dernier debout. Hein. Et un bon temps de ski, sachant qu'elle a skié 1 km 50 de plus avec tous ces anneaux de pénalité. Donc franchement, la performance à ski est à noter. Mais après, ça arrive, les trous noirs. Je pense qu'elle s'attendait pas à se retrouver dans une situation comme ça au bout de 4 courses, à jouer de nouveau un podium, être en confrontation avec de la Anna Hüberg, Marthe Holzbou, direct comme ça, c'est pas évident. Donc elle a eu un trou noir, ça peut arriver. Et moi, ça change pas notre opinion sur le fait que Anaïs Chevalier c'est une excellente tireuse. Et puis voilà, elle a pas été dedans et il faut passer à autre chose. Ça arrive à tout le monde. Non, et d'ailleurs, la victoire de Anaïs Chevalier-Boucher qu'elle a en Coupe du Monde, c'est sur une poursuite. Dans le stade volcanique bouillant de Novi Mesto, où tu as forcément donc une pression monstre sur tes épaules et elle sait le faire, donc voilà, il y a pas d'inquiétude. C'est un format pour elle. Anaïs Chevalier, oui, elle adore ça et pas d'inquiétude et ça va. Voilà. Je pense que, comme tu disais, elle n'était pas forcément prête encore psychologiquement peut-être à se batailler déjà pour une victoire, mais voilà, ça va revenir. Alors maintenant on va passer du côté des garçons avec on va s'attarder par rapport au classement général avec Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. C'est toujours compliqué quand même, on sent que c'est alors des fois c'est la forme, après c'est le ski, c'est le ski pardon et le tir, ils n'arrivent pas pour le moment à assembler les deux, les deux Français. Ouais, c'est compliqué encore en ce début de saison. On pensait qu'ils allaient. Bon, si Quentin, il est quand même satisfait il est quand même plus content de son second week-end que du premier, mais pour Emilien, c'est plutôt été l'inverse. Il a été meilleur sur les skis le premier week-end, un peu moins bon sur le deuxième. Pour les deux, surtout un peu plus Emilien, le tir a été un peu plus compliqué que Quentin. Mais après, quand on fait le bilan comptable au classement général, Emilien, il accuse déjà moitié moins de points que Johannes. Quentin, il a presque 90 points de retard. Je pense qu'ils se sont tirés chacun une balle dans le pied malheureusement, pour jouer le gros globe cet hiver. Et on en est les premiers. Enfin, ils en sont les premiers déçus, ça c'est sûr et certain. Et bon, voilà. Ça n'empêche pas qu'ils vont quand même, qu'ils peuvent faire encore un très très bel hiver et remporter
remporter plein de courses. Mais là, Ouais, pour le classement général, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Tous les jokers sont grillés, en tout cas, avec les 4 courses, les 4 moins bons résultats à retirer. Là, il y a plus trop droit à l'erreur. Mais effectivement, même si jamais d'aventure le gros globe s'échappe dès la semaine prochaine, il y a du petit globe à jouer, de la médaille aux mondiaux. Le petit globe, je pense à Quentin qui pour l'instant n'en a pas encore remporté, donc il pourrait en viser au moins un, j'espère pour lui. Et puis bah voilà, les mondiaux, et puis bah faire quand même une année faste, et puis voilà, c'est l'hiver, il est long et on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Après, comme on dit souvent dans le sport, dans le sport en général ou même sur les relais en biathlon, une course, tu la gagnes pas sur un premier relais, mais tu peux la perdre. Et là, une saison, si on peut faire l'analogie un petit peu, tu gagnes pas la saison sur les 2 premiers week-ends, mais tu peux en partie perdre et ne pas remporter le classement général dû à des mauvais résultats sur tes 2 premiers week-ends, quoi. Je sais pas si vous le voyez comme ça aussi, mais... Si, oui, sur le circuit masculin, en tout cas, ça semble plus clair, tellement Johannes est plus fermé avec un avec un que sur le circuit féminin. Quand je vois Tyrrell, je me réserve encore là-dessus. Mais pour le circuit masculin, je pense que ça marche bien cet adage. Et tu es la première déçue, évidemment, Marine, étant donné que tu avais misé sur Quentin Fillon-Maillet pour la victoire au classement général. Ouais, franchement, on dira que j'ai été gourmande, mais c'était pas un pro. Ah, c'est vrai, non, je rigole, je te taquine là, mais c'était pas un prono chauvin. Il faisait partie, oui. Et il avait clairement dit qu'il voulait jouer le classement général, donc voilà, il faisait clairement partie des favoris. Et puis avec une pour gagner. Une intersaison très satisfaisante, le show de Wiesbaden, tout ça. Alors bien sûr, faut se méfier de ce qui se passe l'été, notamment les résultats sur les courses. Ça veut pas tout dire, mais il me semblait vraiment être axé dans cette optique, bosser que pour ça, avoir la niaque plus que jamais. Donc voilà, je me suis prise à espérer. C'est pas tout à fait perdu, mais en tout cas tous les jokers ont été grillés. Il faut sortir que des as maintenant. Donc on va conclure sur les bleus en parlant rapidement des 2 autres bleus qu'on n'a pas encore évoqués. Je parle d'Antonin Guigona et de Simon Détieux. Antonin, un peu dans le ventre mou du peloton, j'ai envie de dire, qui est entre la 20e et 29e place, et on a trouvé peut-être un peu plus en retrait que le week-end dernier. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Ouais, c'est vrai qu'avec les résultats qu'il avait fait au SAMC National Tour, au SAMC Summer Tour cet été, donc, sur le mois de septembre et octobre à la Fécla et à Arson, on s'attendait à ce qu'il soit quand même un peu plus, qu'il réponde un peu plus présent. Après, bon, on n'enlève rien aux performances qu'il a fait, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un peu plus à voir Anto devant, ou même faire partie du relais qui s'est couru samedi, donc ouais, un peu pas déçu, mais ouais, on s'attendait à mieux de sa part, quoi. Il a l'air dans le dur à ski, et pourtant il me semblait qu'il avait fait une bonne prépa. Après c'est peut-être que passager, et je lui souhaite, mais c'est vrai que il le disait d'ailleurs dans les interviews que sur les skis c'était difficile cette semaine. Ouais, malheureusement. Que ça ira mieux. Enfin, en tout cas, ça ira mieux du côté des Orphilones. Et pour Simon Détieux, Simon aussi qui avait terminé 12e du sprint, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la poursuite, il a un peu reculé à la 15e ou 16e place, Émeric. 15e place, ouais, c'est ça. 15e place, voilà, c'est ça. Simon qui, on sent, alors pas en grande forme sur les skis. Il y a toujours une petite balle aussi en trop derrière la carabine. Ça va être... Il fait pas énormément de fautes derrière la carabine, mis à part sur la poursuite. Il y a toujours une faute en plus, en trop, en fait. C'est toujours, mais ouais, voilà, c'est ça. Il y a toujours la faute qui fait que, il va finir un peu plus loin que là où on l'attendait en fait. C'est malheureux. Oui, après, en tout cas, il a fait un beau relais. Et oui, c'est vrai qu'il manque souvent la petite balle comme au sprint. Mais ceci dit, au sprint, même avec la balle en plus, il aurait pas fait podium, je pense. Peut-être les fleurs. Mais il monte. J'espère qu'il monte un peu crescendo sur les skis et que il pourra plus s'exprimer. Mais en tout cas, sur le relais, il a dit qu'il s'était fait plus plaisir sur les skis. Donc, on espère que ça va continuer. Ok, parfait pour
pour ce point bleu et on espère que l'équipe de France va continuer en tout cas sa mise en route, sa montée en puissance avec tous ces podiums et qu'elle soit plus à son aise du côté d'Orphilsen. Et donc on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, c'est sur le 6e homme de l'équipe de France masculine qui va rejoindre donc l'équipe de France à Orphilsen. Et c'est le jeune Oscar Lombardo qui a tout juste 20 ans, qui sera donc le 6e homme de cette équipe après le départ de Martin Perriat-Bottonnet qui avait eu des résultats compliqués sur la première manche à Conchoarty. Donc ce sera sa grande première sur le circuit de la Coupe du Monde et Marine, il a gagné ce ticket grâce à de très bons résultats ce week-end abaissant sur des chronos internes, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a eu 2 sprints ce week-end abaissant. Il a gagné les 2 sprints avec 2 fois en tirant à 10 sur 10. Donc félicitations Oscar. Et c'est vrai qu'il est assez jeune, mais on est très content parce on l'avait eu en plus en podcast il y a pas si longtemps que ça, et moi j'avais eu le nez creux en lui parlant d'une possible sélection en Coupe du Monde. Je suis pas, voilà, en tout cas il a fait le job pour ça, et félicitations. On lui souhaite bien de belles choses à Orphilsen pour sa première sélection. D'ailleurs, on vous encourage à écouter donc ce podcast avec Oscar Lombardo. On va vous mettre un lien. Vous pourrez l'écouter sur ce podcast. Émeric, alors c'est quand même on a une petite surprise parce qu'on attendait peut-être un Emilien Claude ou un Sébastien Mahon pour cette 6e place, et finalement on va piocher vraiment dans l'équipe junior, coachée par Simon Fourcade, dû aussi à ce très bon week-end à Bessan. Hein. Ouais, comme tu le dis, c'est un peu une surprise, même s'il a fait apparemment, parce qu'on n'a pas eu les résultats complets donc des chronos qu'ils ont fait à Bessan, mais oui. On s'attendait plus à voir un Emilien Claude qui avait fait lui aussi de très bons résultats sur les SAMC de septembre et octobre. Mais très heureux que ça soit Oscar, avec qui on a pu échanger, qui est quelqu'un de très très bien. Et très content pour lui. Enfin, franchement, c'est super. Ouais. Heureux. Content. C'est clair. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver une interview exclusive d'Oscar. Il a bien voulu nous répondre à quelques questions avant son départ d'Orphilsen, et forcément, il s'attend pas forcément à faire des gros résultats, mais à emmagasiner un maximum d'expérience et à, pourquoi pas, prendre part à la poursuite en terminant dans les 60 premiers, en tout cas dans le sprint. En tout cas, on lui souhaite bon courage pour cette première en Coupe du Monde. Et donc, juste avant de passer aux questions et remarques des auditeurs, je vais vous demander, Marine et Émeric, votre moment marquant de ce week-end. Qu'est-ce que vous retenez le plus ? Alors, moi, ça va être pas... Alors, je vais dire craquante de Johannes, même si c'est pas vraiment une craquante, mais son duel raté, du coup, face à Samuelsson sur la poursuite, où il craque un peu sur le dernier tir et il laisse la victoire filer aux Suédois, et ensuite, du coup, le fait qu'il n'arrive pas à tenir les skis de Fabien, même si on l'a déjà dit précédemment qu'il est très fort sur la fin de course, je retiendrai ce moment marquant pour moi de Johannes qui, malgré le fait qu'il est toujours autant dominateur depuis le début de saison, il n'a pas quitté le podium ou quoi, mais voilà, une première petite faille dans la carapace de Johannes, quoi. Et toi, Marine ? Eh ben moi, je vais tricher, je vais dire 2 trucs. Mais en fait, non, je retiens tout d'abord le comeback de Tyrrell, dont personne ne parlait depuis le début de saison, parce que voilà, les résultats n'étaient entre guillemets pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Mais voilà, elle a fait un 20 sur 20, elle est revenue sur la poursuite avec une course parfaite, il faut le dire. Et donc voilà, moi je note son comeback. Et un autre moment marquant qui est pas vraiment rapport au biathlon, mais c'est l'interview de Johannes en français. J'ai trouvé ça vraiment sympa. On était sur le cul, hein. C'est clairement. Il est meilleur en français que nous en norvégien, en tout cas. C'est clair. Ah oui, clairement, je ne peux même pas vous sortir un mot norvégien, peut-être à part prononcer Sturla Holmlagrid, comme on l'a appris le week-end dernier par Aurélie, mais sinon... Skål, c'est pas norvégien pour... je sais pas, pour trinquer, non? C'est une nation scandinave, mais je crois que... On demandera à Aurélie encore si elle peut nous éclairer sur ça. Et pour moi, ce sera le finish de Fabien Claude
qui m'a le plus retenu mon attention. Donc maintenant on va passer à la partie auditeur. Donc sur Instagram, comme je le disais, on vous a proposé donc de nous donner vos questions et vos remarques sur ce week-end. Alors j'ai sélectionné 6 remarques et questions que vous avez proposées. Alors j'ai une première question d'Ariane qui pose par rapport c'est par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Pensez-vous qu'être trop focus sur le résultat, le globe, peut être contre-productif pour Quentin dans ce début de saison? Est-ce que vous pensez que les résultats de Quentin qui sont un peu timorés, en deçà de ce qu'il attendait, sont peut-être dus à peut-être trop d'ambition, d'être trop focus sur le globe? Non, moi je pense pas que ça soit une mauvaise chose d'avoir trop d'ambition. C'est au contraire, je pense que c'est quelque chose de bien, c'est assez moteur, ça donne de la motivation en plus. Et après le fait qu'il ait un peu moins bien réussi, je pense pas que ça soit lié à son ambition de jouer, son ambition ouvertement affirmée de jouer le gros globe de cristal. Okay. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de l'avoir dit. Après, peut-être qu'il s'est un peu trop focus sur ses résultats, sur ses objectifs, en oubliant les moyens qu'il avait besoin pour accéder, dont il avait besoin pour accéder à ses résultats, de faire son biathlon, de bien être focus le tir, le ski, etc. et construire ça pour arriver au résultat espéré. Peut-être regarder que le résultat, ça peut expliquer ça en tout cas. On va passer maintenant à une question de Pierrot, une question technique. Quelle est la distance entre la cible et les biathlètes lors du tir? Alors, qui est le plus rapide pour répondre à ça? Marine? C'est 50 mètres. Si tu nous le dis, oui, c'est ça, exactement. C'est 50 mètres entre, que ce soit tir couché ou tir debout, les cibles sont à 50 mètres du tapis du biathlète. Une question d'Anneline qui nous demande que pensez-vous qu'Orphilson sera au désavantage des Scandinaves? Parce qu'on sait que les Norvégiens ou Suédois ont été plutôt à leur avantage ces 2 premiers week-ends à Kontiolahti. Au désavantage, non, peut-être pas désavantage, je vois pas. Enfin, c'est peut-être pas peut-être le même. Plus aux avantages des ouais, autres. Voilà. Plus à l'avantage de ceux qui ont l'habitude de s'entraîner plus en altitude, plus sur un autre type de neige, que au désavantage, parce que ils vont pas tout d'un coup dégringoler et ne plus être présents, mais voilà, peut-être plus à l'avantage des nations alpines. Okay. Donc vous pensez que les Scandinaves vont rester dans leur dynamique, mais que les nations alpines vont rattraper un peu leur retard sur les skis. Ouais. C'est ça, en tout cas, on l'espère. Ok. Maintenant, une question de Catherine. Comment est le parcours de l'étape suivante comparé à Kontiolahti? Comment est dessiné le parcours de Thorfilson? Alors attention, sortez vos appareils pour calculer le dénivelé. Après, de ce que je peux voir, moi, je suis jamais allé à Orphilson, donc je peux pas vous dire. Je suis ni à Kontiolahti, donc je peux pas comparer. Après, surtout la difficulté de ce parcours, c'est l'arrivée sur le pas de tir. Il y a une petite bosse en fait, ce qui fait que tu n'arrives pas aussi reposé comme tu peux l'être à Kontiolahti. Il faut que tu continues à skier à Orphilson et forcément les pulsations sont plus hautes et le tir peut être plus difficile. Donc c'est surtout ça qui est le principal élément de cette piste. Après, la première partie est plus plane. C'est une grande prairie, un grand champ. Et ensuite, comme à Kontiolahti, il y a également une grande montée dans le deuxième partie donc, du circuit. Et c'est 2 pistes qui se ressemblent à peu près, mais c'est surtout la dernière montée. Il y a un petit comment dire un coup de cul. Un coup de cul, voilà. Un cul-de-sac, oui. Un coup de cul, pardon, qui peut faire quelques dégâts des fois sur le tir Orphilson et qui sera donc à surveiller de près pour ces 2 week-ends. En fait, l'IBU impose des dénivelés minimum et maximum pour les circuits en fait sur toute la saison. Donc au final, sur le dénivelé, c'est pas là que ça va forcément énormément changer d'un site à l'autre, mais je pense que c'est surtout sur le tracé en lui-même, les courbes, la technicité de chaque circuit plutôt que la difficulté en termes de dénivellation sur une course qui va changer. Oui, le tracé. Il y a peut-être des pistes plus techniques. Enfin, on sait qu'il y a des biathlètes. On pense notamment à nos Françaises qui sont assez à l'aise
dans tout ce qui est virage, trajectoire, etc. On sait que le site du Grand Bornand, par exemple, était un site qui tournait énormément et qui est plus fait pour les biathlètes qui sont à l'aise sur les skis, enfin, qui sont des vrais équilibristes sur leurs skis et explosifs. Les petits ponts, les petits... Ouais. Alors qu'Orphizen, on a quand même des grandes parties plates pour pouvoir bien relancer. C'est pas pareil, mais c'est ouais. Surtout sur le tracé plus que sur le dénivelé. Il y a un élément important aussi, le site d'Orphizen est à 1000 mètres d'altitude, à plus de 1000 mètres, donc il y a une petite différence aussi par rapport à Conchalati qui était quasiment au niveau de la mer. Donc c'est aussi à prendre en compte. Maintenant une question, alors non, c'est une remarque de Sébastien par rapport à l'ordre du relais français qui me propose, alors on sait que les hommes ont eu beaucoup de mal, notamment avec le premier relais d'Emilien Jacquelin qui a été très compliqué. Alors il nous propose l'ordre suivant avec Simon Dessieux au départ, Fabien Claude ensuite, Emilien Jacquelin en troisième position et Quentin Fillon-Maillet qui ferme toujours la marche. Pour lui ce serait plus judicieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce relais J'ai vu que voilà, pas mal de gens revenaient sur le fait que la place d'Emilien Jacquelin n'était pas forcément celle de lanceur. Ouais, je pense que on est tous un peu sur son canapé, on se la joue coach en herbe. Mais ouais, si on avait mis une autre équipe, on peut pas savoir ce qui se serait passé et le biathlon, si ça se trouve, ça aurait pas été mieux. Donc on peut pas savoir. Moi, je me prononce pas là-dessus. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette composition-là moi-même, ni même à celle qui a été proposée par Sébastien. Mais le choix des coachs est fait en fonction des infos qu'ils ont eux et ils les ont beaucoup plus complète que nous, donc j'ai toujours confiance que ce soit le meilleur en tout cas. Pleinement confiance en les entraîneurs, c'est vrai. Oui, et aussi pour revenir sur Emilien Jacquelin, c'est Emilien qui avait lancé le relais lors des mondiaux à Antols, sacré champion du monde. Donc, ouais. On voit ce que ça a donné, donc il n'y a pas... Comme quoi, ça peut donc très bien marcher. Emilien sait faire, même si on sait que si l'an dernier, il avait eu quelques soucis aussi en lançant le relais qui avait souvent été rattrapé par Martin Fourcade après. Mais bon, là, il n'y a plus le Catalan, mais Emilien sait faire. Et après, à voir si le staff décide de changer par la suite. J'ai une dernière question pour vous. Une nouvelle fois, une question technique. À quoi servent les choses que les biathlètes mettent sur les chevilles avant les courses? Ça s'appelle des transpondeurs. Et à quoi servent les transpondeurs, Marine? Ben, ça sert pour c'est des puces quoi pour le temps à chronométrer précisément c'est ça au dixième de seconde près les temps des biathlètes et on en voit pas non seulement sur en voit sur la Coupe du Monde mais il y en a aussi sur les courses qu'on peut faire à des niveaux amateurs et puis même les courses les triathlons les marathons les choses comme ça c'est pas que sinon ce serait trop imprécis de pas faire ça quoi. Ouais. Ça permet d'avoir les temps affichés aux intermédiaires quand vous voyez ou 1 km 3 également. ou 2 km 4 les temps affichés aux intermédiaires avec les secondes d'écart, c'est grâce au transpondeur. Ouais, la petite différence qu'il y a avec nous quand on fait du ski de fond par exemple au niveau amateur, c'est que eux ont 2 transpondeurs, un à chaque cheville, pour au cas où ils lancent une des 2 jambes pour franchir la ligne qui sont au sprint avec quelqu'un d'autre pour que ça soit qu'ils aient une précision plus grande que nous quand on fait des courses, on en a que sur généralement une cheville ou alors accroché au niveau du dossard. Et d'ailleurs, pour la petite page historique, les transpondeurs ont été acceptés, en tout cas introduits en biathlon pour les JO de Salt Lake City en 2002. Intéressant. Donc avant, c'était à la main, enfin avec un chrono, un coach qui avait un chrono dans la main au milieu de piste et qui ensuite... Faut pas s'endormir pendant la course. Ouais, c'était pas très simple. Les transpondeurs, c'est beaucoup plus simple maintenant pour les coachs, ça fait un peu moins de boulot. Mais il fallait que la personne soit vraiment impartiale, quoi. Pour pas qu'il y ait de tricherie. Non, après, c'était les coachs de chaque équipe qui calculaient les temps de ces biathlètes. Mais c'est sûr que ça donnait quand même pas mal de boulot aux coachs. Et c'est vraiment beaucoup plus simple maintenant avec les transpondeurs. Donc voilà pour vos questions et remarques. On vous remercie. Et pour le week-end prochain, ce sera exactement la même chose. On vous demandera de nous donner tout ceci et on y répondra avec plaisir. Donc maintenant, on va se projeter sur la prochaine étape du Coupe du Monde qui va se dérouler pour 2 semaines consécutives à Orphizen en Autriche. Et maintenant, on va s'attarder sur la première salve
autrichienne. Et Aymeric, tu vas nous donner le programme avec des courses qui vont débuter vendredi. C'est ça, donc soyez prêts dès vendredi à 11h30 pour le sprint dames, suivi à 14h20 du sprint homme. Ensuite, le samedi, on va retrouver ces dames pour un relais à 11h45, puis une poursuite de ces messieurs à 14h45. Et pour clôturer ce premier week-end autrichien, nous aurons une poursuite dames le dimanche à 11h45 et le relais messieurs à 14h. Merci Aymeric. Donc quasiment le même programme que cette semaine dernière, avec toutefois une inversion entre les hommes et les femmes. Mais voilà, on va attendre encore un peu le week-end d'après pour avoir les premières mass start. Je sais bien que c'est le format que tout le monde préfère. Ah bah donc non. c'est ainsi. Non ? Ah non ? Moi, je préfère la poursuite. J'aime bien le côté chasseur-cueilleur. J'aime bien le côté en chasse de... Le côté préhistorique de cette course. C'est ça, voilà. Moi, j'ai un petit côté préhistorique. En tout cas, c'est la course des rois et des reines, la mass start. Ça, c'est sûr. Qui signifie beaucoup pour les biathlètes. Donc, c'est ainsi que se termine ce nouveau podcast, ce débrief sur cette deuxième étape de Conchoarty. Merci Aymeric et Marine. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. Bah merci. En effet, on a déjà hâte d'être au week-end prochain pour regarder les courses et analyser ce nouveau week-end. Merci à tous une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à commenter, voilà, donner vos opinions si vous voulez aussi sous ce podcast, ce que vous avez pensé de ce week-end. Et on vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut! Salut! À bientôt!